Très bien. Alors, j'avais promis de faire un cours sur l'interprétation des rêves. Lorsqu'on parle des rêves, on a toujours ce réflexe de penser à un personnage biblique. C'est vrai que Yaakov a fait un rêve très connu qui a été immortalisé par Chagall, c'est vrai. Mais la personne par excellence qui rêve n'est pas Yaakov, mais son fils Yosef. Yosef, dans sa vie, dès son adolescence, il fait des rêves. Des rêves qui vont lui coûter cher parce qu'au moment où il les raconte, on va en parler, alors il va encore plus attiser la jalousie de ses frères et qui vont décider tout simplement d'en finir avec lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la vie de Yaakov, de Yosef, même s'il se retrouve dans des moments extrêmement durs qui s'appellent la prison, et dans la prison finalement tous ses rêves de grandeur se sont arrêtés, se sont tout simplement évaporés, Yosef ne rêve plus, mais les rêves viennent à lui. Ce sont les rêves de ses compagnons, le maître échanson, le maître panetier, et il n'est plus dans la production de rêves, mais il est dans l'interprétation des rêves. Ça, c'est la deuxième phase de Yosef. Et troisième phase de Yosef, ça va être même les rêves de Pharaon qu'il va interpréter. Et une fois qu'il va interpréter ses rêves, il va finir par vivre une vie de rêve. Donc tout est axé dans le personnage de Yosef au niveau du rêve. Yosef rêve. Yosef fait rêver de lui, j'ai oublié de vous le dire, puisque toutes les filles craquaient devant lui. Il n'y a pas que les filles qui craquaient devant lui. Il y a Yosef interprète les rêves et Yosef va faire vivre. Il va vivre une vie de rêve, c'est-à-dire une vie de rêve dans le sens où il pourra réaliser tous ses rêves. Ça, c'est donc le personnage de Yosef. Alors, vous avez un document sous les yeux qui est mixte. Je m'inspire ici à la fois donc de mon Rav, le Rav Yeshurun, et de Rav Forman, un contemporain. Les deux sont des contemporains d'ailleurs. Le point est le suivant. On a dans le document un document qui est mixte dans le sens où il y a à la fois des références de la Torah, ce sont les versets que vous voyez devant vous, et dans l'encadré du bas, ce sont les paroles du Talmud dans le traité de Brachot, page 55, qui, ce Talmud en question, va évoquer un petit peu tout ce que l'on doit savoir sur le rêve. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a que 4 maximes. À partir de là, on aura tous les ingrédients pour réfléchir au rêve. Alors, on va procéder de la façon suivante. On va d'abord récupérer la matière, si je puis m'exprimer ainsi, la matière des rêves qui se trouvent dans la Torah, faire 3 remarques essentielles. Une fois qu'on aura fait ces remarques, alors on pourra essayer d'attraper les grilles de lecture du Talmud. Vous avez plein de couleurs dans le document, c'est pas pour rien, on va essayer d'expliquer pourquoi. Toute l'histoire donc commence de ce rêveur, Yosef. Au moment où on parle de la descendance de Yaakov, voici l'histoire de la descendance de Yaakov. Yosef, âgé de 17 ans, menait paître les brebis avec ses frères. Il était jeune, passant son enfance, il était jeune, Yosef, avec les fils de Bila et ceux de Zilpa, épouse de son père. Joseph débitait sur leur compte des médisances à leur père. Ça, c'est le contexte familial, un contexte un peu comme tous les contextes familiaux où il y a un enfant préféré avec une animosité des autres. C'est un truc assez classique. Mais le texte nous précise, ça a été très mal traduit, passant son enfance. C'est pas ça qui est marqué. C'est marqué Vehu Nahar. Il était jeune. Évidemment, il était jeune puisqu'a priori on parle du bain de jouvence, du bain de leur enfance. Alors pourquoi le texte nous dit qu'il est Nahar? Rachid dit non, attention. On va pas dire que c'était un ado, on va dire qu'il se comportait comme un ado. Dit Rachid en bleu, il agissait de manière enfantine, s'arrangeant les cheveux, donc il se gominait certainement les cheveux, se parant les yeux afin d'embellir son aspect. Yosef, il se sapait comme tous les ados, il commence à découvrir un petit peu leur image, à découvrir leur corps, et bon, ils essaient de gérer ça, la gestion de la découverte de son corps. Et le texte nous dit, il passait son enfance à ça. Pourquoi nous parler de ça? Tous les ados font ça, pourquoi nous le dire sur Yosef? C'est peut-être pour nous dire que cet attrait du beau est quelque chose d'assez prononcé chez Yosef et qui pourrait peut-être expliquer un surcroît d'animosité de ses frères. Donc si le texte le précise, c'est ça qui se passe. Maintenant, juste après ça, le texte va nous dire, va nous conter les 2 fameux rêves de Yosef, je ne reviens pas dessus. Il rêve une première fois qu'il ramassait des gerbes de blé avec ses frères, et il se trouve que les gerbes de ses frères
se prosterne devant sa gerbe. Premier rêve. Deuxième rêve, il voit dans des constellations, il voit des étoiles, il se trouve au centre, et il voit que le soleil et les 11 étoiles se prosternent devant lui. Tiens, tiens, un soleil, 11 étoiles. Tiens, tiens, le soleil ne serait pas le père de Yaakov, et les 11 étoiles ne seraient pas les frères de Yaakov. Bref, il a des rêves assez bizarres, et il a l'imprudence de les raconter à ses frères. En 2 mots, Yosef leur fait une déclaration de guerre. Sachez que tôt ou tard, moi je suis peut-être pas le premier de la famille, mais tôt ou tard, vous pourrez faire ce que vous voulez, tôt ou tard vous serez mes vassaux, vous serez les personnes qui vont se prosterner devant moi, et j'ai 2 rêves qui viennent l'affirmer au niveau des gerbes, au niveau des constellations. Ça c'est ce que raconte Yosef à l'âge de 17 ans. Maintenant, ça va lui transformer sa vie en cauchemar, ces 2 rêves, puisque les frères décident d'abord de le tuer, ensuite ils se ravisent, non on ne va pas le tuer, on va le vendre, on se débarrasse, et une fois qu'il se débarrasse, il se retrouve chez un monsieur Potiphar, là-bas, Baruch Hashem, la santé financière commence à bien marcher, il commence à cartonner, c'est livré, hein. Il commence à cartonner, et il gravit comme ça les échelons, il commence à vraiment, petit à petit, à palper ce que ses rêves lui disaient, à votre avis. Non, c'est pas, je sais pas, non, c'est pas, non, la salade, je sais pas, c'est bon. C'est à toi, par contre. Il commence à palper un petit peu ce rêve, vous savez, le gerbe de blé. Le blé, dans le contexte de l'époque, c'est l'agriculture, c'est-à-dire le poumon financier. Ouais, c'est le blé, c'est le fric. Ouais. Donc il rêvait d'une suprématie financière. Et petit à petit, il commence à gravir, puisque partout il met la main, ça cartonne. Et ce notable qu'il a pris en tant qu'esclave, le nomme comme étant le DAF, directeur financier de tout son domaine. Donc il sent que petit à petit, le blé commence à... Bien sûr, il est là. Il y en a là-bas. Le blé commence à venir, et Yosef est beau, Yosef est séduisant. Et la femme de Monsieur Potiphar est très belle. Et il est beau, elle est belle, pourquoi ne pas envisager une belle histoire? Elle l'essaye, elle va le draguer pendant 1 an. Au bout d'1 an, elle va essayer de provoquer les choses, et au moment de la provocation, Yosef résiste, avec une grande aide de Dieu, mais il a un énorme combat personnel, et il résiste, il ne craque pas, et à ce moment-là, il s'enfuit, et qu'est-ce qu'elle fait, elle, la méchante? Elle va l'accuser de viol. Ouais, donc il n'a pas commis de viol, au contraire, il a essayé de résister, mais elle va en profiter, comme elle a vu que ça a échoué, elle va tout simplement l'accuser de viol, et à ce moment-là, sa vie, une 2e fois, se transforme en cauchemar. Il était pas très loin du but, il était déjà daf, il avait déjà tout dans les mains, et puis d'un coup, pac, il est plongé dans les oubliettes de l'histoire, puisqu'apparemment il a écopé à vie, il se retrouve avec tous les malfrats du monde, et là, à ce moment-là, Yosef, c'est le véritable cauchemar qui commence. Mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'il ne peut plus rêver à ce moment-là, parce que qu'est-ce que tu vois en face de toi? Que des proxénètes, que des trafiquants de drogue, que la racaille du monde, la vraie racaille du monde. Mais ce qui est incroyable, c'est que d'un coup, les rêves viennent à lui. Alors, le texte nous dit que les rêves viennent à lui, maître panetier, maître les chansons, et il va interpréter à chacun le rêve tel qu'il mérite d'être interprété. Et ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse de vous montrer ici, donc ce sont des rêves qui interviennent 18 ans après ses premiers rêves, 18 ans après, et il va interpréter, et il rajoute quelque chose. Regardez le verset numéro 14, c'est la première stabilo jaune ici. Il dit voilà, si tu te souviens de moi lorsque tu seras heureux, donc il a annoncé à un des serviteurs du roi, un maître panetier, il lui a dit, tu vas être, pardon, le maître échanson, tu vas être réincorporé. Je ne sais plus lequel, maître échanson ou maître panetier, peu importe, un des 2 maîtres, tu vas être réincorporé à ta fonction. Et il lui dit, rends-moi de grâce un bon office, une fois que tu seras réincorporé, puisque j'ai vu ça, tu parleras de moi à Pharaon et tu me feras sortir de cette demeure. Ça veut dire, je t'ai trouvé la solution à ton rêve, à ton problème existentiel, à ce problème mystique qui t'anime. Tu sais quoi, viens, on fait un retour d'ascenseur, sois sympa, quoi. Ouais, c'est sympa. Ça, c'est donc ce que propose Yosef. On comprend très bien cette idée. Ouais, tu vas sortir de cette boue sordide. Profite pour te rappeler de moi, un petit coucou. Ouais, ça mange pas de pain. Mais, ce qui est intéressant, il faut remarquer les commentateurs, c'est qu'il ne dit pas, s'il te plaît, fais-moi coucou. Il dit, tu parleras de moi. C'est presque un impératif. Presque une certitude. C'est pas, s'il te plaît, parle de moi, c'est, tu parleras de moi. Hello. Il y a encore des documents, j'espère. Tu vas.
Donc c'est presque de l'impératif. Et ça c'est bizarre, on verra une deuxième fois. Je continue, on a dit que dans la prison, il va attendre encore 2 ans, donc encore 2 ans de boue sordide, et puis d'un coup les rêves encore une fois viennent à lui. Ce sont les fameux rêves que Pharaon n'arrive pas à interpréter, et là on va rapidement voir les rêves dont on parle. Le Pharaon fait 2 rêves aussi. Et voici que du fleuve sortaient 7 vaches belles d'éclat et grasses, et qui se mirent à paître dans l'herbage. Bon, il voit ça. Puis 7 autres vaches sortirent du fleuve après elles, celles-là chétives et maigres, et s'arrêtèrent près des premières au bord du fleuve. Et les vaches chétives et maigres dévorèrent les 7 vaches belles d'éclat et grasses. Alors Pharaon s'éveilla. Et voilà. Ça c'est donc le rêve en live. Donc la Torah a mis une sorte de petite caméra GoPro dans l'inconscient de Pharaon et te dit exactement ce qui se passe au niveau de Pharaon. Donc le schéma est hyper classique. C'est des vaches gras, des vaches maigres qui viennent phagocyter, qui viennent dévorer des vaches grasses. Alors facile finalement à interpréter puisque ça va dire c'est très simple. 7, c'est cette année. Ouais, les vaches grasses c'est l'abondance, les vaches maigres c'est la diète. Il va y avoir des vaches grasses, 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Et c'est quoi l'idée que les vaches maigres viennent dévorer les vaches grasses? C'est tout simplement qu'il y aura une telle dureté de la famine qu'on en oubliera les bons moments. On avait une opulence à une époque, mais c'est tellement dur ce qu'on vit maintenant qu'on a oublié comment c'était bien à l'époque, comment c'était bien avant. Ouais. Ça c'est ce qui se passe. Donc ça c'est un rêve facile à interpréter. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une différence, ce qui est remarqué par le Rav de Brisk, il y a une différence entre le live de Pharaon et la façon dont Pharaon va les dire à Yosef. C'est-à-dire que Pharaon se réveille de ce rêve, il est hyper perturbé. Il réunit tous ses marabouts. Tous les marabouts sont réunis un après l'autre. Qu'est-ce que tu dis toi? Qu'est-ce que tu dis là? Personne, il n'y a personne, ça ne marche pas. À ce moment-là, il est dépourvu et d'un coup, c'est à ce moment-là que le maître se rappelle, il dit « Ah mais au fait, moi je me rappelle, il y avait un marabout incroyable, un fudge dans la prison, mais le bonhomme il te fait les tarots, les lignes de la vie, mais c'est un truc de fou quoi. Lui il nous a interprété, mais tout ce qu'il a dit au mot près. » Pharaon il dit « Ben ok, alors on paie rien, ouais. Faites-le sortir du trou. » Il fait sortir du trou, il l'habille, il le coiffe, il fait le truc, il dit « Vas-y, j'ai entendu que tu étais un champion du monde de l'interprétation, le grand marabout. » Il dit, vas-y, je t'écoute. J'ai telle erreur. D'entrée de jeu, Yosef, il dit, moi je suis rien, c'est le bon Dieu qui fait, donc il ne s'approprie rien du tout. Il lui raconte les rêves, et quand il raconte les rêves, eh ben, il change un petit peu les choses. Regardez, je vous ai marqué, donc on fait un jeu de couleurs là maintenant dans le document. Et sans document, point de salut. Hein, c'est comme pas de bras, pas de chocolat. Quoi, c'est pas, sans document, pas d'études. Donc, alors regardez, je vous rappelle, le texte nous disait qu'il avait vu des vaches qui étaient belles d'éclat en rouge, et qui se mettaient à paître dans l'herbage. Et après, il y avait des vaches maigres, en hébreu, alors ça donne qu'en hébreu. Hein. Maigre, ça veut dire fin, dakot, des vaches qui étaient dakot bassar. Et à ce moment-là, les dakot bassar, donc c'est-à-dire les vaches maigres, vont venir manger les belles d'éclat. Jusque-là, tout va bien. Au moment de la retranscription du rêve, le différé, il y a des changements. Il y a un bug, ouais. C'est tordu. Alors il dit comme ça. Et voici que du fleuve sortirent 7 vaches grasses et de belle apparence. Alors, c'est intéressant, les vaches qu'il a vues lui dans le rêve, elles étaient yefat mar'é, elles étaient belles d'apparence. Mais là, quand il les retranscrit, on va pas parler, elles étaient belles d'éclat, et lui dit, elles sont belles d'apparence. Tu vas me dire, blanc bonnet, bonnet blanc, quoi. On va commencer à chipoter sur est-ce qu'elles sont belles d'éclat ou d'apparence, les vaches. C'est moche, une vache, bref. Mais en tout cas, il y a un changement. Ouais, il y a un changement. Elles étaient belles d'éclat, elles deviennent belles d'apparence. Bon, petit changement. Alors, le Rav de Brisk s'explique. Hein. Il dit pourquoi il change, c'est pas qu'il a perdu la vision. C'est qu'en fait, il voulait feinter Yosef. Il a exprès changé. Il a pipé les dés pour bloquer Yosef. Il voulait pas que ça marche. Il voulait en même temps avoir la solution à son rêve, mais il voulait pas que ça passe par un juif. Donc il avait une sorte de mixed feeling comme ça. Alors, maintenant, regardez, ça c'est donc la première délicatesse. Deuxième délicatesse, lorsqu'il va parler des deuxième groupe de vaches, les 7 autres vaches qui sont des vaches maigres, le texte de la Torah nous avait dit qu'elles étaient dakot bassar. Dakot bassar, ça veut dire fines de
de viande. Ouais, ça veut dire elles étaient fines. Et lorsqu'il les... Donc, Dakot Bassar, il dit pas Dakot Bassar, il dit Rakot Bassar. Il a vu Dakot Bassar avec un dalet, et il traduit Rakot Bassar avec un resh. Maintenant, de vous à moi, il n'y a pas de grande différence. Rakot veut dire chétive. Dakot veut dire maigre, et Rakot veut dire chétive. Donc c'est un peu blanc bonnet, bonnet blanc. Et c'est encore plus blanc bonnet, bonnet blanc parce que maigre et chétif, ce sont deux mots différents dans le langage de Victor Hugo. Donc on peut imaginer deux images différentes. Mais c'est incroyable, dans le Lashon HaKodesh, Dakot c'est avec un dalet, et Rakot c'est avec un resh. Mais le dalet et le resh, c'est presque la même lettre. Si vous dessinez un resh, c'est finalement comme un dalet avec une petite queue en haut. Donc c'est vraiment, il n'a pas beaucoup triandé, quoi. Il a triandé vraiment en subtilité, quoi. C'est pas un faussaire, c'est la classe. Tout petit, donc une toute petite bizarrerie. Et ça c'est le point. Ça c'est le point de difficulté. Donc je répète pour l'instant au niveau de ce qu'on a. Et enfin, les dernières choses. Une fois qu'il lit dans ce rêve qu'il y aura des années d'abondance, d'années de famine, les commentateurs se demandent pourquoi à ce moment-là, il en profite pour se placer. Il dit que Pharaon avise à ce qu'on établisse des commissaires dans le pays et qu'on impose d'un cinquième le territoire d'Égypte durant les 7 années d'abondance. Il commence à jouer le conseiller économique de Pharaon. On l'a sorti de la prison pour qu'il joue le rôle de marabout, Irmaladous. Et d'un coup, le bonhomme, il enlève son foulard d'Irmaladous et il dit, et si c'est comme ça, maintenant, t'inquiète pas, je gère. Je te conseille de mettre des commissaires, on va imposer de 20%, on fait une TVA, donc c'est la première TVA de l'histoire. Un cinquième, c'est 20%, on prend la TVA sur tout ce qui se passe dans l'Égypte, on va engranger, on va mettre le plan financier. Alors bon, ça s'appelle de l'opportunisme, ouais, ça s'entend bien dans le monde des affaires, j'ai aucun souci par rapport à ça, sauf qu'on n'est pas dans le monde des affaires ici. On est devant un despote. Un despote, si tu as un sourcil de trop, il te coupe la tête. Vous imaginez l'impact d'un jeune esclave qui monte comme ça, qui a interprété comme il faut, qui ose l'ouvrir après ça. Les commentateurs se demandent, mais je comprends pas, mais comment c'est-il qu'il ne se fait pas couper la tête à ce moment-là? Et c'est l'inverse qui se passe, il dit, ah ben super, alors tu sais quoi, tu as l'air d'être le candidat idéal pour ça, viens, tu viens. Et il va être comme ça, promu la plus grande des boues vers l'avenir le plus flamboyant, incroyable. Ça, c'est donc la question qu'on pose. Je fais un résumé de toutes les questions de la matière qu'on a ici. Première des questions, c'est qu'il y a eu plusieurs phases. Première des remarques, c'est qu'il y a eu plusieurs phases de rêves chez Yosef. Des fois, il fait des rêves, des fois, il les interprète. Maintenant, lorsqu'il interprète les rêves, il prend des libertés. Il se place. Il se place chez Pharaon, et pas que ça. Il a presque dit de façon inéluctable, et tu vas, il a dit à son maître échanson, tu vas me faire un retour d'ascenseur. C'est pas s'il te plaît, fais-moi. Tu vas. Presque de façon péremptoire. Ça, c'est la première des questions. Deuxième chose, dans le replay du rêve par Pharaon, eh ben, dans ce replay, il y a quelque chose qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, il a biaisé deux choses. Au niveau de la description des vaches grasses, elles étaient belles d'éclat, il en a fait des belles d'apparence. Deuxième chose, au niveau de celles qui étaient chétives, maigres, elles étaient maigres dans le live et elles deviennent chétives dans le truc. Voilà ce qui est marqué ici. À partir de là, on va voir les 4 axiomes du Talmud qui nous permettent de comprendre exactement ce qui se trame ici, pour comprendre ce qui se trame dans le monde des rêves, de l'interprétation des rêves. Le Talmud donc, se trouve dans la page 55, Talmud tunisien, ouais, du Talmud. Premier axiome est le suivant. Amar Rafriz a dit Kol chalam velo tavat. Tous les rêves sont exploitables, sauf ceux issus d'une journée de jeûne. J'ai fait la traduction selon Tosfot qui est ramené par le Roche, Rabbeinu Hacher, qui est ramené dans le Sharet Tzioun, dans la Halacha. C'est-à-dire, tous les rêves sont exploitables. Ça veut dire qu'il n'y a pas un rêve qui veut rien dire. Si ce n'est un rêve que tu fais après une journée de jeûne. Traduction, dans une journée de jeûne, tu as souffert, tu t'es imposé une discipline de ne pas manger, de ne pas boire, avec le mal de tête. Donc tu as vécu une certaine forme de choc dans la journée. Eh bien, ce choc, c'est une chose, c'est que si le soir tu rêves, c'est pas exploitable.
c'est directement lié à ton occupation de la journée. Ça, c'est le premier axiome. Et les commentateurs, donc les décisionnaires, à travers les siècles, vont dire, et c'est pas que le jeûne. Si par exemple sur le périph' tu as vu un accident qui était particulièrement choquant, si le soir tu rêves d'une mare de sang, bah, c'est pas annonciateur de quelque chose de grave. C'est parce que tu es en train de refouler, bon, classique, tu es en train de refouler ce que tu as vu dans la journée, et donc ceci pour beaucoup de choses. Tu peux très souvent créer des liens entre tes rêves et ce que tu as vu dans la journée. Eh ben, ça veut dire que ces rêves en question que tu verras en fonction de ce que tu as vu dans la journée, tu n'as rien à exploiter. C'est pas un message divin, c'est pas un signe du bon Dieu, rien du tout. C'est juste le refoulement d'une journée qui a été mouvementée ou bien qui a été très heureuse, peu importe. Mais tout choc émotionnel de la journée, qu'il soit positif ou négatif, eh ben, fait que tout ce que tu verras dans ton atmosphère onirique n'est pas exploitable. Ça, c'est le premier axiome. Deuxième axiome, Rama Rafrizda, le même Rafrizda, Chalma de l'omifshar ke igreta de l'omikreya. Ça veut dire un rêve non interprété comme une lettre non lue. Ça veut dire un rêve qui ne rentrait pas dans la catégorie de celui qui est issu d'un choc de la journée. Si tu fais un rêve et dans lequel tu ne peux pas l'associer à ce qui s'est passé dans la journée, si tu ne fais pas le travail d'interprétation, c'est comme si on t'avait envoyé une lettre que tu n'ouvres pas. Alors, quelles sont les lettres qu'on n'ouvre pas? Les lettres qu'on n'ouvre pas, c'est en général lorsqu'elles ne sont pas adressées. Ouais, quand tu reçois dans le courrier une lettre qui n'est pas adressée, tu comprends que c'est un truc publicitaire, donc tu mets directement à la poubelle. Mais lorsqu'il y a marqué ton nom, ton prénom, c'est-à-dire qu'on veut te dire quelque chose. Si en plus, il y a l'effigie de Marianne, tu peux en déduire que tu n'es pas très loin des impôts en général. Ouais, donc tu ne prends pas trop, peut-être pas envie de l'ouvrir, mais tu n'as pas le choix de l'ouvrir. Ouais, ça, c'est ce qui se passe dans une lettre. C'est-à-dire que le message, le film que tu auras vu dans ton rêve, si tu ne l'interprètes pas, si tu le laisses comme ça, tu le laisses aux oubliettes, bah, c'est une lettre qui a été envoyée par Hachem, qui n'a pas été ouverte. On t'a pas dit que tu es obligé de l'ouvrir. Mais c'est sûr qu'il y a un message, c'est à toi de décider si tu l'ouvres ou pas. C'est le deuxième axiome. C'est important de savoir. Ça veut dire que ce monde onirique n'est pas un monde qui n'est que du refoulement. C'est intéressant. On ouvre ici la voie à autre chose que ce qu'on verra chez les psychanalystes. Vous comprenez ou pas? Ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est pas que du refoulement le rêve. C'est autre chose. Parce que le refoulement, on l'a mis de côté, ça ne m'intéresse pas. Le rêve, c'est autre chose. Il y a quelque chose qui est transmis. Quoi, je ne sais pas encore. Troisième axiome du Talmud, Rabbi Zira dit, c'est le plus dur celui-là, Kol alan shiva yamim belo chalom nikrara. Toute personne qui passe 7 jours sans rêver s'appelle quelqu'un de mal. Je répète, toute personne qui passe 7 jours sans rêver s'appelle quelqu'un de mal. Alors sur cette phrase du Talmud, il y a au moins 3 questions à poser qui sont inspirées du Gaon de Vilna. La première des questions est la suivante, c'est la question que tout le monde se pose, mais je ne comprends pas. Chaque fois que je fais ce cours, il y a des gens qui me disent « Vous savez, Rav, j'ai l'impression que ça fait plus de 6 jours que je n'ai pas rêvé, qu'est-ce que je fais ce soir pour rêver ?» C'est pas sur commande les rêves. Ouais. Il n'y a rien qui est sur commande dans la vie. Bon, si tu veux, le délire il peut être sur commande. Il y a des petites comprimés qu'on peut prendre pour délirer. Ça tu peux, ouais, tu peux. Mais le rêve, tu n'es pas maître de tes rêves. Ouais. Tu n'es pas maître de... Donc ça veut dire, qu'est-ce que je peux faire? Ça fait 20 ans que je rêve plus, qu'est-ce que je peux faire? C'est bizarre. Ouais. À part ça, ce qui est bizarre aussi, c'est le chiffre 7. Pourquoi 7? Alors, à cette question, les rabbins, ils ont l'habitude de répondre. Ils ont toutes les fiches. Le 1, c'est ça. Le 2, c'est ça. Le 3, 4, 5. Donc, tu peux toujours t'arranger à faire du garcimore si tu as envie. Mais il faut comprendre le Talmud. D'où ça vient ce 7? C'est oui, 7 jours de la semaine, 7 jours. Mais, ok, pourquoi pas 8? Pourquoi pas 9? C'est arbitraire. Ça a l'air complètement arbitraire. Qu'est-ce qu'il en sait? D'où il sait ça? Troisième question qu'on pose ici, qui est une subtilité du Gaon. Kol alan shevayamim, toute personne qui dort 7 jours sans rêver. Le Gaon, il dit, c'est bizarre, Kol alan, qui dort des jours. En général, c'est pas en journée qu'on dort. Ouais. C'est la nuit qu'on dort, de façon générale. Ouais. Je parle pas des boulangers, mais ou des camés. Mais de façon générale, tu dors la nuit, donc c'est un peu délicat. Alors, vous allez dire, c'est pas tellement délicat parce que yom en hébreu, indique aussi les 24 heures. Yom veut dire jour, mais pas journée. Vayi erev, vayi boker, yom echad. Et ce fut la nuit, ce fut le jour, yom echad, le premier jour. Le jour dans le sens jour, pas journée. Donc yom veut à la fois dire jour et journée. Mais le Gaon, il est gêné, il dit, on aurait dû dire kol alan sheva leilot. Toute personne qui dort 7 nuits.
passe 7 jours. C'est un petit peu ambigu, c'est pas grave, mais c'est un peu ambigu. C'est une subtilité, ça c'est le God. Je laisse les questions de côté. Et dernière difficulté, c'est ce que va dire à la fin du le Talmud, va dire la chose suivante. Il dit Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Rabbi Shmuel bar Nachmani dit, au nom de Rabbi Yonatan, En marin lo le'adam elam ye'irur libo. On ne montre dans un rêve que les pensées du cœur d'un individu. Ce à quoi tu as pensé, les irur et libo, toutes tes pensées, c'est ça qui vont se catapulter dans un rêve. C'est ça qui est marqué ici dans le Talmud. Je vous laisse réfléchir 2 secondes pour essayer de comprendre ce qui est marqué ici. Je répète les 4 axiomes. Premier axiome, un rêve n'est exploitable que s'il n'est pas lié à quelque chose de contextuel. Un jeûne, une difficulté, un souci de la journée, je ne sais pas. Ouais. Un événement qui s'est passé dans la journée. Ça, si je fais un rêve après une journée dans laquelle il y a eu quelque chose, pas exploitable. Maintenant, le rêve, c'est pas à prendre à la légère, c'est une lettre qui est envoyée par Hachem. Tu n'es pas obligé de l'ouvrir, mais en tout cas, il y a un message qui a été envoyé. Troisième chose, si tu n'as pas rêvé pendant 7 jours, problème. Quatrième chose, on ne te montre dans un rêve que ce à quoi tu as pensé, le fond de tes pensées. Le rêve n'est que la projection des pensées de ton cœur. À vous de jouer. Merci, merci Yoël. J'attendais la question. A priori, vous la sentez, Yoël dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Mais c'est vrai que c'est bizarre, parce que d'un côté, tu me dis ce qui s'est passé dans la journée. S'il y a quelque chose qui s'est passé dans la journée, pardon, n'est pas si tu fais un rêve par rapport à ça, n'est pas exploitable. Et de l'autre côté, tu te dis, mais le reste, ce n'est que les pensées profondes de ton cœur. Et par rapport à cette question, Yoël, on est obligé d'affiner la chose en disant la chose suivante. Il y a 2 types de stimuli pour rêver. Il y a ce qu'on appelle les stimuli extérieurs. J'ai vu un accident. J'ai jeûné. Je me suis imposé une diète. Vivement dimanche. Non, je Donc dimanche, ouais, jeûne de 10 tévètes. Ouais, on jeûne. Tu te mets dans une condition complexe. Tu manges. Bon, c'est le jeûne le plus facile de l'année, c'est vrai, mais jusqu'à 5h30, quoi. Je sais pas à quelle heure, ouais. C'est assez facile. Mais c'est complexe. C'est un jeûne qui est complexe. Enfin, le jeûne, en tant que tel, c'est complexe. Pas manger, pas boire, tu peux avoir des migraines, c'est complexe. Tu t'es mis dans une situation délicate, ou bien tu as assisté à un spectacle insupportable. Je suis passé tout à l'heure, en amenant mes enfants, j'ai eu 1 heure de retard. Il y a eu un accident, donc on était tous énorme embouteillage à Créteil. Il y avait une bagnole qui était calcinée, quoi. Le moteur a pris feu, je pense. Je suis arrivé après, il y a les pompiers, je ne sais pas combien de trucs de pompiers. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui peut avoir un impact. Si ce soir je rêve de je ne sais pas quoi, je peux comprendre que c'est lié directement. Je peux m'imaginer qu'est-ce que c'est une voiture qui calcine dans un choc. Ouais, bon. Donc ça, c'est pas exploitable. Et de l'autre côté, tu me dis, mais le rêve n'est que les pensées profondes. Alors je réponds, ces pensées profondes qui ne sont pas dues à un stimuli extérieur. C'est un stimuli intérieur. Ça veut dire, il y a des choses que je pense au fond de moi et je n'arrive pas à les verbaliser, je n'arrive pas à les sortir parce que c'est trop douloureux, parce que c'est trop dur, parce que c'est tabou. Eh ben, il y a une sorte d'aide divine qui fait qu'on va te faire un film de ces choses dans la nuit. Et en regardant ce film, c'est une lettre. Tu peux décider d'explorer ou bien tu peux décider de ne pas explorer. Je donne juste un exemple. J'avais fait cette conférence une fois à la Viso et une femme m'a dit, monsieur Rav, est-ce que je fais un rêve et que je peux l'interpréter? Je lui ai dit, écoutez, vous n'avez pas compris. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Je ne suis pas un marabout. C'est pas ma cam. Mais je lui ai dit, mais si vous voulez, à partir du Talmud, on peut juste essayer de réfléchir. Elle me dit, voilà, depuis quelque temps, je rêve d'une ancienne amie. Comment ça, une ancienne amie? C'est une amie avec laquelle on a brouillé. Ah, d'accord. Et elle revient comme ça. Elle revient dans mon rêve de façon quelqu'un. Et ça me perturbe. Je lui dis, écoutez, très simple, mais tout le monde peut faire ça, il n'y a pas besoin de... Je dis, regardez, vous avez rompu pourquoi? Elle me dit, bah, parce qu'en fait, on était liés comme c'est pas possible, et puis elle m'a fait une crasse, et ça m'a fait énormément mal parce que j'ai tellement investi, j'ai tellement donné. Ok, donc vous avez au fond de vous une grande question, vous avez vécu des moments extraordinaires avec cette fille, avec cette femme,
Et puis, il y a quelque chose qui est venu briser tout ça. Peut-être qu'au fond de vous-même, vous souffrez de cet événement. Vous avez décidé qu'il fallait couper, mais vous le vivez mal, peut-être. Et je lui dis peut-être que... Et donc, comme vous le vivez mal, donc au fond de vous, vous aimeriez tellement qu'elle s'excuse et qu'on puisse se réconcilier. C'est-à-dire, vous n'avez pas la force, vous avez trop de fierté, ou bien, parce que ça ne se fait pas, d'aller vers elle, mais bon, vous connaissez ce type de situation qui est hyper classique. Et je lui posais la question comme ça, mais sans être prophète du tout. Je lui dis, mais vous n'aurez peut-être pas entendu récemment, puisque c'est récent, qu'elle aimerait rabibocher avec vous. Il me dit, oui, justement. Ouais, justement, il y a 15 jours, j'ai entendu qu'elle aimerait. Je dis, ben, c'est très simple. C'est-à-dire que vous avez eu l'information qu'elle a envie de rabibocher, ça a remué en vous tout ce que vous rêviez. Vous rêviez de ça, et là maintenant, vous avez une certaine forme de fierté. Bon, après, je lui ai dit, bah, je vous conseille de faire ça. Bon, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr du tout, hein, pour répondre à ça, mais c'est ça, c'est l'idée. Ça veut dire, tu as au fond de toi un monde extrêmement riche. Le monde de l'inconscient est le monde le plus riche de l'individu. La partie consciente est la partie la plus pauvre. Toute notre vie se trouve dans l'inconscient. Et cette partie inconsciente, dans cette partie inconsciente se logent toutes nos vexations, toutes nos appréhensions, tous nos désirs, toutes nos ambitions, tout se trouve là-dedans. Maintenant, c'est quelque chose qui est extrêmement dur à découvrir chez nous. On a déjà beaucoup de mal à connaître notre conscience. Et ce serait tellement bien de pouvoir savoir qu'est-ce qui trame, qu'est-ce qui fait que j'ai telle et telle relation à l'argent. Qu'est-ce qui fait que j'ai telle et telle relation à la vie. Qu'est-ce qui fait que j'ai telle relation. Tout ça, ça s'est incrusté dans un disque dur qui s'appelle l'inconscient. Maintenant, cet inconscient, c'est hyper dur à le pénétrer. Et il existe un monde onirique qui parfois jaillit et qui te permet d'ouvrir une lucarne vers ce monde tellement riche. C'est ça en fait. En marim lo l'adam, dit le Talmud, on est en plus 400, on est bien avant en Freud. Hein. On est en plus 400, on ne montre à un homme dans un songe que les pensées de son cœur, mais iruré libo. C'est-à-dire ceux qui émanent de ta sphère à la fois intellectuelle, mais surtout de ton cœur, de ta sphère sentimentale, de ce qui se trame à l'intérieur de toi. C'est ça qu'on te montre maintenant, on te dit, fais gaffe, ça vaut le coup que tu ouvres cette... Tu n'es pas obligé, mais tu peux l'ouvrir parce que c'est un message qui t'est adressé par Hachem pour petit à petit découvrir ce qui se trame à l'intérieur de toi. Ça, c'est pour résoudre la contradiction maintenant. Pour répondre au Gaon de Vilna. Alors, le Gaon de Vilna va dire la chose suivante. N'est pas marqué ici que celui qui ne rêve pas pendant 7 jours est un rachat, est un pourri, est un vilain. Et marqué Nikrara, il est appelé mauvais, c'est-à-dire. Le Talmud vient te dire, quand tu passes 7 jours de vie, tu as forcément un Shabbat au milieu. Forcément un Shabbat. Vivre 7 jours, c'est vivre un Shabbat au moins. Une personne qui a vécu un Shabbat et qui n'a pas rêvé, c'est-à-dire qui n'a pas fait des rêves de jour, qui n'a pas eu les rêves que Yosef avait dans sa jeunesse, un gamin de 17 ans, un ado de 17 ans, qui rêve de 2 choses, de blé et d'étoiles. Le blé, c'est l'argent, l'étoile, c'est le star system. C'est le rêve d'un ado, de devenir une star et d'être plein de fric, devenir milliardaire. Je me vois demain comme étant Zuckerberg. Ouais, je me vois comme ça. Pourquoi pas? Tout est permis, tout est permis. Ça, c'est le rêve typique ambition. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens n'ont plus d'ambition, c'est un autre problème. Mais normalement, un enfant à 17 ans, maintenant, il faut attendre 40 ans pour avoir des ambitions. Ouais. Mais un enfant à 17 ans, il est censé avoir des ambitions à dévorer le monde. Il se sent une force à dévorer le monde. Ça, c'est le rêve. Ça, c'est ton ambition du jour. C'est quoi l'ambition du jour? Tu peux avoir cette ambition de toi, cette recherche de grandeur de toi-même, pas de fantasme de toi-même. Je n'ai pas dit que je vais devenir Lionel Messi, parce que ça, je sais que ce n'est pas possible. C'est des génies. Je ne vais pas devenir Einstein non plus, c'est des génies. Mais je vais devenir plus grand que ce que je suis maintenant. Eh ben, c'est dans un jour de Shabbat qu'on peut palper cette aspiration à la grandeur. Le Shabbat, c'est un jour où on ne bosse pas. Mais normalement, dans la vie, pour manger, il faut bosser. Il faut emmener des pépettes, ouais, pour manger. C'est normal, c'est l'équation du monde entier. C'est incroyable, on a créé, nous, un jour qui s'appelle le Shabbat, où non seulement tu bosses pas, mais en plus tu manges super bien. C'est quand même incroyable. C'est le pied de nez à toute la pensée commune, c'est incroyable. Là tu vas mettre, et non seulement tu manges bien, mais tu te fringues super. On se sape Shabbat, ouais. C'est le moment, tout est magnifique. Sans rien faire, c'est incroyable. C'est l'idée de se connecter avec une grandeur. Et une grandeur dans laquelle tu dois avoir une ambition de toi-même, de voir plus grand que ce que tu es. Je ne suis pas en train de dire que tu dois fuir ton métro boulot dodo.
Pas du tout. Dans ton métro, boulot dodo, être capable de voir avec un nouveau prisme qui te dit j'ai droit et je peux avoir un accès à quelque chose de plus grand. Une ambition de soi, pas un fantasme. Et c'est ça en fait qu'on te montre dans un rêve. Lorsque tu as su sécréter dans ta vie des moments d'ambition qui s'appellent j'ai des talents, j'ai envie de grandir par rapport à ça, là, Kadosh Baruch Hu te donne une sorte de... Il te montre des gerbes, il te montre des étoiles. Il te montre que c'est quelque chose qui est jouable. Vas-y, continue là-dedans. Il vient être le relais de cette façon de titiller ton inconscient. Parce que si tu as dans ta conscience cette ambition de toi, c'est qu'au fond de toi, tu sais pertinemment, Hiruré Libo, au fond de toi, tu sais très bien qu'il y a quelque chose, tu peux mieux faire. Tu peux être plus grand que ça. Tu as une conscience qui t'appelle et à toi, tu peux être quelqu'un de grand. Je rappelle ici, c'est très important. Le Saba Mikelem, élève du Rav Israël Sainter, dit qu'il n'y a pas de... La différence essentielle entre un tzaddik et un rachat, c'est qu'un tzaddik, c'est quelqu'un qui a de l'imagination. Et un rachat, c'est quelqu'un qui n'a pas d'imagination. Il n'a pas dit que c'est celui qui fait des fautes et qui fait des fautes. Tout le monde fait des fautes. Les tzaddikim font aussi des fautes. Mais le tzaddik, quand il fait une faute, il sait que c'est une pellicule extérieure à lui. C'est pas moi, ça ne me définit pas. Mes moments d'égarement ne me définissent pas. J'ai une hauteur par rapport à ça. Ah ok, je me suis égaré, c'est pas grave. C'est du bronzage, c'est pas ma couleur vraie. C'est des UV. Le rachat est celui qui faute, comme le tzaddik, mais qui va dire mais j'ai pas le choix. C'est comme ça. C'est la vie. C'est mon éducation, c'est ma société, c'est comme ça. C'est ma vie. Le rachat n'a pas l'imagination de lui en plus grand. Le tzaddik génère une génération. Même s'il a pris un plaisir dans sa faute, le tzaddik il dit attends, du calme, ça c'est pas moi ça. Je suis plus grand que ça. Je mérite mieux que ça. Et donc, le tzaddik va petit à petit utiliser le monde de l'imagination au service de son ambition. Le rachat a gommé le monde de l'imagination. Ça, c'est la nuance. Donc, un petit peu cette subtilité qui amène le Saba Mikelem. Ça, et je rajoute, son Rav Israël Sainter disait que Adam Chofshi Bedimunio ve Asur Besichlo. Un homme est prisonnier au niveau intellectuel. Lorsque tu es dans un monde, dans une démarche qui n'est que intellectuelle, tu vas tôt ou tard devenir quelqu'un de prisonnier d'un monde répétitif. D'un monde qui s'appelle, j'en ai marre de mon patron avare, j'en ai marre de l'éducation des enfants, j'en ai marre du climat, j'en ai marre des politiques, j'en ai marre du coût exorbitant du mètre carré à Paris. Et lorsque ce sont des j'en ai marre qui se répètent en permanence, ça veut dire que tu es dans un monde sans imagination. C'est ça l'idée. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'on va aller attraper des pôles d'imagination en allant en Honolulu, on peut le faire. Mais ça, c'est fuir sa vie. J'espère que je n'imagine pas, je n'ai pas l'imagination de moi que lorsque je suis au Katmandou. J'espère. Ça peut m'aider, mais j'espère que ce n'est pas que à ce moment-là. J'espère que je suis capable de façon régulière, chaque semaine, d'avoir ce feedback sur moi-même et de me dire, attends, mais voilà, tac, on peut avoir une ambition de soi, c'est pas grave. Et c'est ça qui est important. Et le Talmud veut dire, celui qui ne rêve pas 7 jours, ni Krara, c'est pas méchant, mais il est appelé mauvais. C'est-à-dire, les gens le regardent et disent, mais je sais pas ce que t'as, mais t'as l'air toujours taciturne. Qu'est-ce que t'as, Max? Pourquoi t'es mchenov comme ça sans cesse? Pourquoi t'as l'air tellement moribond? C'est bizarre, ouais. Alors, c'est ça en fait, Nikra, il est appelé. Les gens lui disent, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Cette phrase qui te renverse le foyer. Donc ça, c'est le point essentiel qui est marqué ici, maintenant. Si on a dit ça sur les rêves, alors on peut reprendre tout ce qu'on a vu ici rapidement sur Yosef. Yosef commence dans sa vie à rêver. Il rêve le soir parce qu'il rêve le jour. Parce qu'il a l'ambition, parce qu'il n'est pas comme les autres. Maintenant, les frères le voient en train de se saper, de se gominer les cheveux. Il dit, mais ça va pas ou quoi? Mais toi, tu peux pas faire partie, tu fais pas partie du schéma de cet accès à la spiritualité, c'est pas possible. Mais lui, Yosef, vous savez qu'est-ce qu'il rêve? Il rêve d'être l'homme le plus riche du monde, dans le système le plus mafieux du monde, en étant le plus grand tzaddik du monde. C'est ça qu'il rêve. C'est compatible. C'est possible. C'est jouable. Mais il n'est pas pris au sérieux parce que c'est pas possible. Tu ne peux pas imaginer Rav Steinman, que je brûle Charles Réfoua chez les mains, dans une Ferrari. C'est pas possible. Mais c'est ce qu'il a eu. Yosef était en Ferrari. Et il est le plus grand tzaddik du monde. Le plus grand tzaddik du monde. On a du mal, ouais. Moi, je suis allé voir les demeures de Rav Chaim Kanievski. J'habitais pas très loin, de Rav Steinman. Je suis allé voir la demeure de Rav Char. Si tu arrives dans un palace avec jacuzzi,
piscine, terrain de tennis chez Rav Steinman, tu dis, bon, ça fait un peu Pessus, quoi. Parce qu'on attend, a priori, ouais. Mais c'est ce qu'il avait, Yosef. Mais c'est ça qui est incroyable. C'est complètement faux comme il dit que les frères ne prennent pas au sérieux, c'est pas possible. Il n'est pas crédible. Et pourtant, il y a quelque chose qui... Irouré Libo, il a quelque chose à l'intérieur de lui. Et, comment dire, petit à petit, les choses se mettent en place. Maintenant, il s'est fracassé dans ses rêves. Dans un premier puits, puis après encore une fois, tentative de viol dans un deuxième puits. Mais les rêves viennent à lui. Donc les rêves viennent à lui, il dit, mais si les rêves viennent à moi, ça veut dire que j'ai un clin d'œil du bon Dieu. Ça veut dire que les personnes qui viennent pour leur faire interpréter les rêves, le rêve, il n'est pas pour eux, il est pour moi. Il s'approprie le rêve. Et donc comme il s'approprie le rêve, il leur dit, tu n'es là que pour me sortir de prison, toi. Donc tu verras que tu finiras par me mentionner auprès du pharaon. Et lorsque le pharaon vient et lui dit, tu sais quoi, j'ai fait un rêve, il paraît que tu es un balèze, c'est un super marabout, vas-y, vas-y. Très simple. Le rêve, c'est abondance et famine. Et tu sais quoi? Il faut que tu sélectionnes, tu partitionnes le pays, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. T'es malade, tu sais, tu vas te faire dégommer. Non, non. Rav de Bruce qui dit non, non. C'est partie de l'interprétation du rêve. C'est pas le rêve et le créneau que je vais essayer d'attraper. Non, non. Le rêve vient dire, tout ce rêve est là que pour une chose, c'est pour ériger Yosef au stade suprême. C'est ça qu'il comprend, Yosef. La vie m'appartient. Je m'approprie le rêve de Pharaon et donc il n'y a aucun risque de crime de lèse-majesté. Avait dit, mais tu sais quoi, je te conseille de nommer rapidement un DAF, et il est le DAF évidemment naturel. C'est ce qui s'y trame aussi au niveau de Yosef. Maintenant, regardez comment c'est magnifique. Yosef a eu des indices que les rêves lui approprient. On a dit que Pharaon a voulu piper les dés en changeant deux éléments. Mais regardez comment c'est magnifique. Il change le premier élément, les vaches étaient Yefat Maré, elles étaient belles d'éclat, et il dit elles sont belles d'apparence. Mais c'est incroyable, incroyable. Yosef a une mère qui s'appelle Rachel. Et le texte de la Torah dit qu'elle a été belle d'éclat, belle d'apparence. Les deux exécutifs. Pharaon, il a vu une belle d'éclat, il amène une belle d'apparence. Yefat Maré rappelle la qualification de sa mère, première chose. Maintenant encore plus, encore plus. Deuxième élément, elles étaient d'accord, elles étaient fines. Elles étaient fines, elles étaient maigres. Mais lui, il répond pas d'accord, il dit racote. Racote. Racote veut dire chétive. Ah, blanc, bonnet, bonnet blanc. Sauf que racote, on entend de façon incroyable dans le même verset qui qualifie la beauté de sa mère. Je vais marquer ce verset ici en gris. Ve'ene Léa racote. Les yeux de Léa étaient racote, étaient pleureurs. C'est la même onomatopée. C'est-à-dire dans cette volonté de piper les dés, Pharaon est en train de dire que les vaches étaient racotes. Elles étaient belles d'éclat et racotes. Mais tiens, Yosef se dit, c'est incroyable ça. Yefat Maré, ça me rappelle ma mère. Alors c'est des vaches là, mais ma mère, elle était belle d'éclat. Et racote, ça me rappelle ma tante, Léa, qui avait des yeux. Racote, qui étaient des yeux pleureurs. Et c'est-à-dire, dans cette volonté de piper les dés, Pharaon est en train de transmettre le relais à Yosef en lui disant, ces rêves-là sont tes rêves à toi. Et il est en train de dire à Yosef, Yosef est en train de voir ici que finalement, une confirmation que tous les rêves que Pharaon fait sont des rêves qui sont destinés que pour lui, Yosef. Et le dernier point commun, et on finit là-dessus, qu'est-ce que voit Yosef dans ce rêve? Il voit que ces vaches étaient vâtir Ena Be'arou. Elles étaient en train de pète Be'arou dans l'herbage, qui était en verre. Et la dernière chose qu'il a fait avec ses frères, Ayaro et Etechav Batson, il faisait paître les brebis Be'echav. Etechav, c'est ses frères. Mais Echav s'écrit comme Ahou. C'est-à-dire, il faisait paître, et Ahou veut dire marécage et veut dire ses frères. C'est-à-dire, il y a une triple point commun entre l'histoire de Yosef personnel et le rêve de Pharaon. Yosef voit ça et dit, mais ok, ce rêve, c'est forcément mon rêve. Et tu n'es là exclusivement que pour me permettre d'être hissé à la plus haute marche du pouvoir. C'est la raison pour laquelle donc Yosef va s'approprier de la sorte les rêves, et c'est exactement qui se trame ici. Bilan des courses, on a vu, bon, j'ai essayé de faire le plus rapidement possible, on a vu plusieurs points ici. Que ce que le Talmud te dit, c'est que dans la vie, il faut rêver. Il faut avoir une ambition dans la vie. Et le rêve se fait de jour. Ce rêve de jour, c'est ça qui va petit à petit te permettre de déclencher, de découvrir
des choses de ton inconscient que tu vas récupérer par des images du soir. Et à partir de là, on rentre dans un certain type de communication avec Hachem qui permet à l'individu de pouvoir faire tous ses rêves. Je finis juste sur cette histoire qui est importante à connaître. C'est que après la guerre en 1945, le monde juif a été complètement, tué, a été amputé, plus qu'amputé, 6 millions de juifs, et à part ça, le monde de la Torah a été aussi énormément amputé, toutes les yeshivot ont été détruites, et le Rav Kahneman, qui était un des génies, un élève du Chafetz Chaim, a compris qu'il fallait à tout prix reconstruire des structures pour pouvoir former les cadres rabbiniques pour encadrer le futur judaïsme. Donc qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a créé la fameuse yeshiva de Ponevezh. Il était à Bnei Brak, c'était un désert, une dune de sable. Il a créé là-bas la plus grande yeshiva du monde. Et donc pour ça, il fallait des fonds. Alors, il est allé, donc, il a eu ce projet, il est allé à Ramat Gan, c'est à côté de Bnei Brak, pour aller ramasser de l'argent. Et les gens lui disaient, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, mais je vais faire une yeshiva de Ponevezh, une énorme yeshiva avec des centaines d'élèves en Europe centrale. Tu veux dire une yeshiva, tu veux dire une synagogue? Non, une yeshiva. Comment ça une yeshiva? Tu veux dire des gens qui vont étudier? Oui, des gens qui vont étudier du matin au soir. Et Jean-Pierre Bagan lui sourit au nez en disant, t'es marrant toi. Tu rêves. C'est fini quoi, c'est avant. Maintenant, il faut gagner de l'argent, on ne peut plus ça. Et le Rav Kahneman répondait toujours, oh oui, je rêve, mais je ne dors pas. Il a construit un édifice pour 1000 personnes. La première promotion, vous savez combien il y a de personnes? 7 personnes. Mais il a vu grand, il rêvait de jour. Il a construit l'empire de la Torah, et Dieu en grande partie dans le monde grâce à lui. Ouais. Deuxième histoire par rapport au rêve, et je finis là-dessus, enfin, vous pouvez partir, hein, elle est trop belle cette histoire de lui. À part passer son temps à construire la Torah, c'était un génie de la Torah, c'est un génie de la Torah, élève du Chafetz Chaim, et il avait compris qu'il fallait maintenant qu'il mette la main à la pâte pour aller chercher des donateurs pour construire toute la ville de Bnei Brak qui a été construite par lui pratiquement. Alors, à part ça, il avait une autre activité. Il était de mèche avec tous les services secrets français, américains, Mossad et britanniques, pour aller récupérer tous les juifs qui avaient été cachés dans des couvents. C'est important à connaître cette histoire. Et donc il avait donc des registres des gens qui avaient laissé des adresses en disant voilà j'ai laissé mon fils, ma fille, ainsi de suite. Donc il allait de couvent en couvent, d'église en église, pour aller dire voilà, les parents les ont laissés en 40, en 41, en 45 maintenant. Vous comprenez que les parents auraient peut-être préféré que les enfants restent des juifs, donc des fois il avait donc des personnes qui l'accueillaient avec plaisir en disant voilà celui-là c'est un juif, prenez-le. Et des fois les gens ils disaient non, rien à faire. Un jour il est arrivé, c'était un couvent dans lequel il y avait 1000 enfants, et d'après ses renseignements des services secrets, il y en avait 200 parmi les 1000 qui étaient des juifs à part entière. Il débarque là-bas, il dit au curé voilà je suis venu pour récupérer des personnes, enfin voilà, il fait tout le topo, vous comprenez, les parents. Je lui ai dit, écoutez, je comprends très bien votre démarche, mais vous comprenez que là maintenant, ça fait déjà 5 ans, ce sont des bons chrétiens, des bons catholiques, et voilà quoi, il n'y a pas de... Vous ne pourrez même pas les distinguer. Alors le Rav dit, mais au moins les garçons, ah non, on ne peut pas toucher les garçons, on ne peut pas commencer à enlever le slip des garçons pour... Ouais, ça c'est pas possible, je ne pourrais pas toucher à des enfants. Oui, mais vous comprenez, non, monsieur, je suis désolé. Donc, et le Rav insistait, non, vous ne pouvez pas laisser, vous comprenez, vous avez une responsabilité historique par rapport aux parents, bref. Et il résistait. Écoutez, vous me prenez la tête là maintenant, c'est très simple. Ils sont là maintenant. S'ils sont là maintenant dans le réfectoire pour la cantine, ouais. Si vous arrivez à en prendre un et me prouver qu'il est juif sans le toucher, vous le prenez, vous partez avec. C'est une preuve, ouais. Donc lui, il descend en bas, il ne savait pas comment faire. La dernière, last chance. Il débarque, il y a des 1000 enfants en train de manger avec un bruit tonitruant. Il arrive, il a une inspiration divine incroyable. Il frappe très fort sur la table, un bruit tac. Et qu'est-ce qu'il fait? Tout le monde le regarde de façon médusée, grave comme ça, avec une barbe blanche. Et il se met comme ça à dire Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et 1, 2, 3, 4, 200 enfants qui viennent et qui courent vers lui en disant Tate, papa, maman. En yiddish. Il a récupéré les 200 enfants. Décryptage de l'histoire, c'est vrai. Décryptage de l'histoire. Qu'est-ce qu'a fait le Rav? Le Rav a dit, qu'est-ce qu'il leur reste? 5 ans presque de lobotomie. Ouais.
de catéchisme, qu'est-ce qui va leur rester? La seule chose qui peut leur rester, c'est le moment où l'enfant va pénétrer le monde de l'inconscience, c'est-à-dire le sommeil. Et à ce moment-là, il est accompagné par des mots de son père, de sa mère, Shema Israël, Shema Israël. Donc il est venu attraper le point névralgique du passage entre le monde de la conscience et de l'inconscience. Il a pénétré l'identité de l'individu, il les a récupérés les deux sens. Ça, c'était le géant de Rav Kahneman. Je m'arrête là, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Shabbat Shalom. Va au tiers. Ouais. On a fait une prophétie. Donc le rêve prophétique, c'était un message qu'il recevait et il était formé dans une école de prophétie pour décrypter le message de Dieu pour le peuple. Et pour le peuple, il y avait deux types de pour le peuple, soit de façon conjoncturelle, soit pour l'histoire. C'est-à-dire, nous n'avons comme livre de prophétie que les prophéties qui intéressent la fin des temps. Il y avait des millions de prophéties qui ont été proférées à l'époque de la vie du peuple juif. Comme elles ne sont pas elles n'ont pas un impact aujourd'hui, donc on les a pas contactées. La prophétie faisait partie de la vie juive, mais des leaders juifs qui venaient gérer le peuple. Et maintenant, il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus aucun prophète. Il n'y a plus de rêve prophétique. Non. Et tous les trucs qui se diffusent par SMS, tel rave a vécu, tel kabbalah, c'est du bidon. C'est de la blague, que le Mashiach est allé à porter, tout ça c'est du bidon. Aucune validité. Demain, je fais un rêve, c'est uniquement de l'inconscient. Alors, c'est lié à ce qui se trame à l'intérieur de moi et qui est en train de petit peu. Il y a aussi une dimension prémonitoire, mais on n'a pas les outils. Le prémonitoire, on n'a pas les outils. Maintenant, si on a un rêve qui est cauchemardesque, il y a, je n'ai pas eu le temps de parler, il y a des façons de. La Gemara va dire, si tu as un rêve duquel tu n'arrives pas à te calmer, il faut que tu ailles voir quelqu'un qui t'aide. Un père, une mère, un frère, une soeur, un copain, une copine, et qui va te l'interpréter de façon bien. C'est-à-dire que le rêve n'est pas une image figée, c'est une lettre qui est en train d'être écrite. C'est pas une lettre écrite. Elle va être écrite par celui qui l'interprète. Donc en fait, c'est un vecteur en rêve, et c'est à celui qui l'interprète qui va définir le sens du rêve. Je sais pas si c'est évident. C'est Kevin. Merci beaucoup. Avec plaisir.